Salut les gars, aujourd'hui grosse vidéo, on s'attaque à l'étoile noire, en frontal, en mode Anakin. On va répondre à la question pour laquelle tout le monde donne son avis sans rien comprendre à la question. J'ai été créé en 2019, je suis une collection de NFT reconvertie en jeu d'argent. C'est la mer noire. Non. Je suis aussi sur les cryptos, mon économie est un gros bordel, tout le monde se demande si je suis un Ponzi, je suis. C'est la mer noire. Est-ce que Sorare est un Ponzi ou est-ce que son économie est aussi saine et stable que la Grande Allemagne? Accrochez-vous à votre slip car je vais tenter de résumer en 10 minutes une vidéo qui devrait être aussi longue que la liste de Schindler. Générique. D'abord, un Ponzi, c'est quoi? Il est où le lien entre Madoff et des NFT de Pokémon? Le projet de Madoff est simple. Confie-lui ton oseille qui va investir pour gagner encore plus d'oseille pour t'assurer 20% de rendement chaque année. Il te vend quand même un peu du rêve quand tu sais que ton livret A, lui, est à 0,5%. Dans les faits, le mec investissait rien du tout, il gagnait pas d'argent, il payait les 20% avec l'oseille des nouveaux arrivants. Bref, tout va bien jusqu'au jour où tout le monde veut sortir son capital initial et ses bénéfices imaginaires. Là, il peut pas payer, ça se sait, ça panique et le rêve se transforme en cauchemar. Du jour au lendemain, tout s'écroule et tous les mecs qui avaient confiance en lui passent d'un soi-disant x3 en 5 ans à Walou. Pareil pour Axie, Stephen, Pegaxi, bref tous les jeux de merde en pay to earn qui sont sortis cette année. File-leur ton oseille, ils te donnent leur NFT. NFT qui te promet un rendement débile, payé en monnaie de singe. La Smooth Love Potion, littéralement la gentille potion d'amour. Les gars se cachent même pas de se foutre de ta gueule et de payer en potion magique. Les joueurs qui sont dans le jeu sont là que pour le rendement. Le jour où les premières entrées dans le Ponzi sortent leur oseille massivement. On réalise que tout le monde est là pour l'oseille et pas pour le fun, le cours s'effondre et tu connais la chanson. C'est la panique, les NFT et la monnaie du jeu ne valent plus rien et tu te retrouves dans le bouchonnois. Bref, ce qu'il faut retenir d'un bon Ponzi, c'est qu'il n'y a pas d'économie qui génère vraiment des revenus redistribués, faut toujours des nouveaux entrants de manière exponentielle pour payer le gain des anciens, ton oseille est imaginaire et théorique ou payé en monnaie de singe, et dès que la confiance est filoche, ton truc meurt en 2 jours ouvrés sans préavis. On n'est pas sur la base d'un long cancer avec rémission sur 5 ans, tu te fais one shot, voilà. Bon, maintenant Sorare c'est quoi et pourquoi on claque tous des fesses sur le fait que ça soit un Ponzi? Sorare c'est une collection de NFT sortie en 2019 qui s'est reconvertie en jeu d'argent avec le gameplay de Qui est-ce. Si tu l'as loupé, voilà un extrait de ma vidéo qui explique tout ça. Fin 2019, c'est la hype des collections de cartes, Magic et Pokémon flambent, les youtubeurs commencent à s'en faire des colliers, les entreprises chargées de la certification se font des couilles en or, les premières collections de JPEG sur la blockchain commencent à faire parler d'elles. L'idée de Sorare, c'est de faire une collection de NFT façon Magic, mais qui surfe sur un truc plus populaire que les dragons et les singes, le football. Devenir le Panini des temps modernes, couplé à un système de certification blockchain. Aussi, Sorare commence à mettre en ligne ses premiers NFT, ou plutôt ses premières lignes de code, parce que quand tu achètes ça, en fait, c'est ça qu'on te vend. Mais ça, c'est l'objet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, abonne-toi pour ne pas la louper et balance-moi ton meilleur pouce bleu. Les collections de NFT de sport, c'est très cool, sauf que ça peut prendre 30 piges pour que ta collection prenne de la valeur. Alors, qu'est-ce que tu fais quand t'as pas 30 ans à perdre? Tu passes à l'étape 2. Donner de l'utilité à ton NFT via un jeu. Créer un jeu, c'est bien, mais quand t'es pas une entreprise dont c'est le cœur de métier comme Blizzard ou Ubisoft, que tu peux compter que sur Nadine de la Compta et Jean-Luc du Market pour trouver un gameplay, qu'est-ce que tu fais? Tu te rabats sur le jeu le plus simple du monde, le fameux jeu de la devinette. Les compétitions Sorare, c'est simple. Tu veux de l'oseille, devine les joueurs qui vont perf ce week-end et achète leurs cartes. Après, la beauté de ce truc, c'est que d'une règle simple, découle un gameplay beaucoup plus profond, qui va du management à la gestion de bankroll, au scouting. On regarde dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Bref, tous les trucs qui font qu'on kiffe Sorare et qu'on se mate du foot coréen à 6h chaque samedi matin. Tu l'as compris, comme dans les play to earn Crypto Ponzi, Sorare te propose d'acheter ses NFT putain de cher pour pouvoir jouer à son jeu qui te propose un rendement de fou. Madoff et ses 20%, c'est du pipi de chat quand tu vois que des mecs ont virtuellement fait x3 en un an, voire x100 en 3 ans pour certains. Logiquement, t'as le droit de douter de la viabilité du truc sur le long terme, du coup, on se dit que ça pue et la question du Ponzi est légitime. Pourtant, il y a de grosses diffs avec les play to earn Ponzi-esque. On va se pencher sur les chiffres et l'économie de Sorare pour le voir. On l'a dit, Sorare organise chaque semaine un qui est géant, les 3 joueurs qui devinent qui sont les 5 footballeurs qui vont le mieux perf ce week-end, gagnent de l'ETH et pas de la monnaie de singe. Sans jouer le classement, tu peux aussi gagner de l'ETH en faisant un score minimum. Bref, le gros positif, tu gagnes du vrai oseille. Si tant est qu'un truc qui peut perdre 75% de sa valeur en 9 mois, soit de l'oseille. Quid des cartes, me direz-vous? Elles peuvent se revendre cher. Ouais, mais non. En vrai, comme dans Axie, c'est de la monnaie de singe. Elles ont de la valeur que si le projet est vivant. En clair, si tu te réveilles le matin et que le projet est mort, elles auront perdu toute leur valeur.
Moralité, il faut pas les prendre en compte dans le calcul de rentabilité, à moins que tu sois un déglingo et que chaque soir tu revendes toute ta galerie pour la racheter le lendemain. Bref, Sorare distribue des récompenses en ETH et pas en token. C'est cet ETH qui tient la baraque et qui définit principalement la valeur des NFT. Dans les grandes lignes, la distribution d'ETH pour les paliers fixe le prix des cartes moyennes T3, T2. Les cartes qui sont conçues pour faire entre 200 et 250 mois. C'est pour ça que quand tout le monde parlait de la fin des paliers à la mise à jour, j'expliquais que c'était impossible car ça leur faisait à la fois de l'acquisition et de la rétention. Attention, c'est l'instant flex. Si tu es gêné par le fait de voir quelqu'un qui montre ses gros muscles de cerveau devant toi, ferme les yeux. Il y a une mécanique qui est importante dans le palier qui est l'acquisition en fait. C'est ta forme d'acquisition et de rétention. Quand tu dis à un mec, achète-toi des cartes pour faire 250 points toutes les semaines, Ouais, d'accord ouais. Tu lui dis, mets un billet de 3000 et dans un an, ton 3000 il est rentable. Donc tu lui dis, voilà, ROI de x2 sur un an, si tu stacks 3000 euros. Ouais, Si on- ouais. Et en fait, du coup, ça te fait de l'acquisition parce que ça appelle le mec à mettre 3K dans le jeu. Ouais. Et ça te fait de la rétention parce que ça dit, garde ton 3K dans le jeu, le gars il veut pas vendre ses cartes Bien avant sûr. d'avoir rentable. Donc, tu dis 60 millions Ouais. par an, Ouais. mais pour avoir de l'acquisition et de la renta, mais c'est pas cher. Et en plus, ça te permet de maintenir un prix élevé sur les T2 et les T3 qui trouvent une utilité. Bref, avec la chute de l'ETH, Sorare a bien compris que pour éviter que le marché s'effondre, il fallait indexer les récompenses de palier sur l'euro. Et comme le prix des T1 et des T2 est lié aux récompenses de podium, je parie qu'ils feront la même pour le prix des podiums. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Du coup, la valeur des NFT est principalement liée au nombre d'ETH distribués par Sorare. Mais est-ce qu'il rentre assez d'argent pour pouvoir continuer la distribution? Sorare est-il à l'équilibre? Faisons le calcul. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes. On va prendre les 6 premiers mois de l'année car les derniers ne sont pas représentatifs avec la chute de l'Ethereum. On voit clairement qu'ils rentrent 5 à 10 fois plus d'argent qu'ils n'en sortent chaque mois. Je connais pas la rentabilité d'un bookmaker, mais ils semblent se mettre bien pour une startup censée perdre du cash en phase d'extension. Pas mal, non? C'est français. Après, il y a aussi énormément de frais, les licences, l'acquisition, les frais de fonctionnement. Dur de savoir quel est le vrai équilibre, mais en tout cas, ça a l'air pas mal, sans compter les 500 millions qu'ils ont en trésor. Bref, ils font du cash et sont à l'équilibre, mais attention, Sorare reste dépendant d'une grande mécanique de Ponzi. Ils ont un besoin constant de faire entrer des nouveaux joueurs. Chaque jour, de nouvelles cartes sont éditées ou distribuées par Sorare en récompense, ce qui inexorablement fait baisser le prix des cartes s'il n'y a pas de nouveaux joueurs dans le jeu ou si les récompenses n'augmentent pas. Après, on peut se demander en quoi la baisse des prix est un souci. En plus de rendre fou les mecs qui ont claqué leur PEL dans des cartes virtuelles et le risque de perdre ces joueurs qui seraient dégoûtés de voir le prix de leur carte divisé par 3, tu risques de tomber dans une spirale infernale. Si le prix des cartes baisse, les entrées d'argent de vente de cartes baissent aussi, donc les récompenses distribuées, donc la valeur des cartes, donc les entrées d'argent, etc. etc. C'est la Mer Noire. Sorare se retrouve le cul entre deux chaises, devoir maintenir le niveau des prix des cartes pour pas perdre les anciens joueurs et maintenir leur rentrée de cash, et le besoin de baisser les prix pour démocratiser le jeu et toucher un public plus large. Bref, la vidéo est déjà trop longue, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment Sorare peut régler ce dilemme, grandir sans casser l'équilibre de son jeu actuel, satisfaire les anciens joueurs comme les nouveaux, trouver des nouveaux relais de croissance, sortir de la logique de rentabilité de ses joueurs actuels et du schéma de Ponzi. Voir pourquoi pas devenir une référence et tout casser dans le monde du football. Les gars, si j'ai ouvert vos chakras, lâchez-moi des lourds. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux pour ne pas louper la deuxième partie de la vidéo. Si tu veux rejoindre mes 100 légionnaires d'éther comme Hitler à casser le jeu, avec qui je partage mes analyses du turfu sur le Discord privé, tu as le lien de mon Patreon en description. Si tu t'en fous de muscler ton jeu comme Pires, tu peux quand même me soutenir pour que je sorte mes vidéos plus rapidement. Bref, je vous aime les gars, à la prochaine.